Ici on est place de la Grand-Mère. C'est une place au cœur du quartier qui a été construite dans les années 70-80 sur la construction des architectes Ozia à l'époque. Donc voilà, c'était un peu le cœur du quartier à l'époque, quoi. Bon, en ce moment, sur le quartier, il y a un projet en rue. Donc depuis fin 2018 et depuis un an et demi, il y a une lutte qui s'est montée avec les habitants du quartier. Je suis à la tête de cette lutte exactement. Et en fait, on se bat contre un projet clairement de gentrification où ils souhaitent raser toute l'histoire de ce quartier des années 70-80, où ils souhaitent modifier la population et changer la classe de la population de ce quartier. Il y a plus de 500 familles qui doivent partir, donc ça fait plus de 1000 habitants. Les derniers chiffres qu'on a réussi à avoir un peu plus officiels, c'est qu'il y a plus de 260 familles qu'on a réussi à déloger du quartier. Donc on a à peu près la moitié, quoi, on va dire. Aujourd'hui, j'y arrive plus. J'y arrive plus parce que sur la métropole lilloise, il y a une crise du logement social. Il manque 60 000 logements sociaux. Donc quand on parlait de sens tout à l'heure, c'est vraiment un non-sens d'aller démolir des bâtiments sociaux d'excellente qualité. Et où à aucun moment on parle d'art, de culture, d'éducation ou toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est un projet à 133 millions. Aujourd'hui on parle que de bâtiments et encore, même aujourd'hui, clairement, leur projet n'a aucun sens. Il va à l'encontre de toutes les recommandations européennes et gouvernementales, quoi. On s'est dit à l'époque, ils ont mis en place un collectif d'habitants qui a réussi à obtenir victoire. Donc on s'est dit pourquoi pas nous, quoi. On nous annonce qu'il serait peut-être possible, sinon certain, que le quartier, l'ensemble du quartier, serait rasé. S'il le faut, nous prendrons les maisons et nous les réhabiliterons nous-mêmes. On savait que c'est nos anciens qui avaient construit ce quartier, mais on n'avait pas les détails de cette histoire. Et avant de lancer le collectif, on s'est remis clairement dedans, en regardant des reportages, en lisant des livres. On s'est dit, ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Dans les années 70-80, l'idée, c'était, à l'époque, c'est qu'il y avait les maisons avec les courets. Et l'idée, c'était de raser toutes ces maisons avec courets pour faire exploser la population au sein de toute la métropole lilloise, répartir la population au sein de toute la métropole lilloise, et faire des grandes tours et des grandes bars, comme on a l'habitude de voir dans tous les quartiers de France, tout ça. Et à l'époque, les habitants se sont battus parce qu'ils ne souhaitaient pas être séparés les uns des autres. Ils souhaitaient garder ce côté familial qu'avaient les courets à l'époque. Et de là, ils ont commencé à mener une lutte pour lutter contre ce projet. N'allez pas démolir nos petites maisons quand Ben, même. je pense pas. Je pense qu'ici, on risque de faire un musée, de garder quelques maisons quand même. Un musée? Oui. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous, un musée. Donc, si vous voulez garder vos maisons, vous. Oui. D'abord, on va voir ce qu'on peut garder. J'ai pas demandé à aller en PLR. J'ai demandé à être logé convenablement. Et on m'a mis en PLR et sans balcon. Je n'accepte pas. Moi, je veux pas vivre en boîte. Moi, monsieur le maire, j'ai un chien. Mon chien, il est libre. Il sort quand il veut. Et là-bas, il sera aussi malheureux que moi. Et je veux pas vivre en boîte. Ils ont fait le tour de l'Europe, ils ont fait des voyages d'études à Bologne en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Et en allant en Belgique, ils sont tombés sur le quartier des Venelles à Bruxelles, qui est un quartier rempli de coursives, comme on peut le voir ici. Et à cette époque-là, ils se sont dit, ben nous, c'est cette architecture qu'on veut, on ne veut pas déménager, on veut rester ensemble. Nos maisons sont insalubres, donc on comprend qu'il faut qu'elles soient rasées, mais par contre, on veut rester ensemble et construire notre quartier. Et ils voulaient l'architecture du quartier du Venelle, parce qu'au quartier des Venelles, il n'y avait aucune voiture en surface, on retrouvait toutes ces coursives qui leur faisaient rappeler les courets, les cœurs d'îlots verdoyants, les familles pouvaient se retrouver. Et via le premier atelier populaire d'urbanisme de France, le premier API de France, ils ont co-construit avec les professionnels leur quartier. Donc ici, c'est un peu, on va dire, la petite sœur du quartier des Venelles. Et à l'époque, ils étaient financés par le PUCA. Donc c'est le PUCA qui a financé tous ces ateliers de l'atelier populaire d'urbanisme et toutes ces constructions, quoi. Oui, mais voyez, c'est pour ça. Pendant 15 ans, l'enjeu de la lutte menée par la population a été double. Éviter la rénovation bulldozer, permettre le maintien sur place de la population. Depuis déjà 3 ans. Si vous voulez, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est fort important. Voyez, vous, ce soir, vous vous dites, moi je paie 150 francs de loyer. Mais je peux vous dire que demain, si on vient chez vous faire la surface corrigée, eh ben, ça sera pas 150 francs. Mais... En 1974, les habitants créent l'APU, l'Atelier populaire d'urbanisme. Leur but, prendre l'initiative et définir eux-mêmes les plans de leur futur quartier. Des moyens nouveaux sont alors nécessaires. Si vous voulez, nous les ouvriers, on doit essayer de s'organiser. Bon, on doit essayer de se mettre ensemble, on doit aussi faire travailler sa tête et dire, bon, il y a des lois, mais il faut essayer, si vous voulez, c'est pour ça qu'on se réunit le mercredi. Et l'idée, c'était continuer la participation de la population sur 3 thèmes. Programmer le quartier, concevoir le quartier et ensuite gérer le quartier.
À l'époque, la première régie de quartier de France est née à l'Almagar aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout était autogéré par les habitants. Donc la gestion quotidienne des logements, la gestion quotidienne des parties communes était autogérée par les habitants. À l'époque, une mixité sociale s'était créée au sein du quartier. Mais au-delà de cette première régie de quartier de France, on avait tout ce qui était atelier bois, qui faisait les décorations du quartier. On avait une cantine, comment ça s'appelle ? Une cantine où on recevait toutes les entreprises du quartier, les habitants mangeaient ensemble avec tous les travailleurs, tous les salariés de ces entreprises. On avait une radio locale, on avait une imprimerie, on avait pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal d'ateliers qui se faisaient au sein de ce quartier, quoi. Oui, l'école est sur la continuité architecturale de ce quartier, c'est-à-dire qu'on est sur une école ouverte. Donc sur une école ouverte où il n'y a pas de mur entre les classes, où il n'y a pas de porte entre les classes. Et je ne sais pas comment c'est fait techniquement, mais on n'entend pas la classe d'à côté, quoi. C'est très très bien fait. À l'époque, les parents pouvaient assister aux cours de leurs enfants à cette école. Et c'était invraisemblable. Et comme je disais, elle est sur la continuité de l'architecture de ce quartier, parce que quand on rentre dans cette école, si on ne la connaît pas, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que c'est des coursives qui partent de partout, c'est incroyable, quoi. Alors ici, nous sommes au-dessus de la rue piétonne, c'est ça? Oui, et tu vois au fond, au milieu de la rue piétonne, la passerelle qui relie la cour haute à la coursive. Oui. Dans cet esprit de continuité qui est repris des courées de l'habitat ancien. Ici, nous avons essayé de retrouver, comme il existait dans les anciennes courées, un type d'espace qui est la coursive, l'unique coursive. Et les gens pourront se tenir sur le pas de la porte. Ils ont un espace abrité, ils pourront discuter avec les voisins et les gosses peuvent jouer également sur la coursive. En fait, c'est un de mes endroits préférés parce que j'ai un flash quand j'étais petit, quand j'étais monté ici. Il y avait une table, des chaises, des enfants qui jouaient au basket, et il y avait des moments de tout qui parlait, qui gueuletaient, et je me souviens en fait. En fait, dans les années 70-80, il y avait beaucoup de personnes âgées dans la lutte. Et donc, ils ont décidé de les garder aussi avec eux. Ils avaient eu l'idée de faire un foyer de personnes âgées éclaté au sein de tout le quartier. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ici, cette construction est très PMR. C'est des coursives. Au bout de chaque coursive, on trouve des ascenseurs. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on avait une famille avec un papa, une maman, des enfants, à côté une personne âgée, pour continuer à faire cet esprit d'entraide et sur un aspect intergénérationnel, quoi. Du coup, je passais tout le temps par ce tunnel-là, tu vois, vu qu'il n'y avait pas de grille à l'époque. On arrivait directement à mon école, sans croiser aucune voiture. Et une fois qu'on a enlevé toutes les subventions de la régie, à l'époque, la gestion quotidienne a été déléguée aux bailleurs. Une fois que ça a été délégué aux bailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'on a donné une mine d'or à des incompétents, c'est-à-dire que tout a commencé à se dégrader. Donc ceux qui pouvaient se permettre de partir sont partis, on a mis la misère sur la misère et c'est devenu compliqué. Donc en fait, il faut savoir que sur le quartier, il y avait soit des grands cœurs d'îlots verdoyants, soit quand il n'y avait pas ces cœurs d'îlots verdoyants, il y avait des grandes cours où les familles pouvaient se retrouver, tout ça. Donc ça fait partie de ces grandes cours où les familles du bâtiment pouvaient descendre. À l'époque, il n'y avait aucun grillage, quoi. Au fur et à mesure, ils les ont mis. Du coup, on a mis 4 jours avec les jeunes du quartier à Rouen, à tout tondre et tout, tu vois, ça a mis beaucoup de temps. On y a laissé 5 tondeuses, mais c'était bien, tu vois, les familles, elles étaient heureuses. Regarde, je vais te montrer des photos. Après, ils ont refermé, ils n'ont pas entretenu. Et là, tu arrives sur l'îlot de Gilles Neveu. C'est tous des bâtiments à tête d'animaux, c'est ce qu'on appelle l'architecture narrative. Okay. Donc c'est une architecture qui raconte une histoire, tu vois. Ah, okay. Là, t'as le loup, avec ses oreilles, ses yeux, ses pattes, son nez, sa bouche. Là c'est le hibou. En fait, au fur et à mesure où on fait le tour, c'est que des façades à tête d'animaux. Là-bas, tu auras l'éléphant, là-bas, tu auras le perroquet, et là-bas, tu auras le taureau. Et tout est voué à la démolition. Ouais, c'est une salle de sport. Là, c'était une très très belle salle de sport, tu vois.
Et il y a 10 ans, ils ont enlevé les carreaux en disant on va refaire le revêtement, on va tout rénover. Et ils n'ont jamais rénové, quoi. Ils ont laissé comme ça à l'abandon. Comme un peu partout en fait. Hein. Nous, on avait entendu parler de ce projet, mais depuis qu'on est petit, on a toujours entendu l'Almol, ça va être démoli, il y a un projet. L'Almol, ça va être démoli, il y a un projet. Donc concrètement, on n'y a pas vraiment cru. Et les familles ne déménageaient pas vraiment, donc on se disait, bon, c'est encore une rumeur, comme d'habitude. Et à la début 2020, mi-2020, tout s'est accéléré pendant le Covid, où il y a eu la première réunion de soi-disant concertation en visio, où il y avait à peine 5 à 10 habitants de l'Almol sur 70-80 personnes. Connaissant la fracture numérique du quartier, c'était impossible qu'il y ait des habitants. D'ailleurs, l'équipe municipale, la majorité l'a reconnu. Aucune communication a été faite sur cette réunion. Donc voilà, déjà, c'est l'une des premières problématiques. Et au fur et à mesure, on a vu les familles partir, les maisons se murer. On a commencé à se dire, oh, il se passe quelque chose déjà. Donc fin 2021, on a commencé à se poser pas mal de questions. On était un groupe d'amis, on se disait, bon, on va essayer d'échanger avec la population, les mamans, les papas, savoir si c'est nous, on est en faute, entre guillemets. Et dans tel cas, on ne se serait pas renseigné sur ce projet. On ne l'aurait pas pris en compte et dans ce cas-là, ça serait notre faute. Ou est-ce que le reste de la population pense comme nous, concrètement, et que tout ça a été fait en sous-marin, dans notre dos, et sans nous faire participer. Donc on a parlé aux mamans, aux papas, aux plus jeunes, et tout le monde était en adéquation avec nous pour dire que ce projet était fait sans la consultation des habitants et que personne n'était au courant à quelle sauce ils allaient manger. Et un jour, justement, en étant ici sur cette place, on se balade, donc on voit un genre de flyer, et on voit diagnostic en marchand, organisé par la mairie. Donc c'est là que tout a commencé, c'est là qu'on a fait notre première action. À l'époque, on était 2, on a fait une contre-marche. Et à cette époque-là, ils ont un peu rigolé parce qu'on était 2, vous représentez qui, vous êtes qui. Et ce jour-là, on leur avait fait une promesse, on leur avait dit, à partir d'aujourd'hui, on ira jusqu'au bout et vous allez voir, vous allez entendre parler de nous. Et je pense qu'1 an et demi, 2 ans après, on entend parler de nous à travers toute la France et même à travers, au-delà des frontières même. En fait, les murs, nous, on les considère comme la continuité du mépris. Ça veut dire que depuis presque 2 ans, aujourd'hui, on est force de proposition. Les jeunes me disent qu'est-ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'on a une énergie incroyable à traverser la frontière, à aller faire des voyages d'études, à proposer des choses, à faire des réunions, à faire pas mal de choses. Et on se retrouve face à un mur. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, on est dos au mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où ça continue, le conflit continue concrètement. On nous a mis des murs de 3 mètres, des drones, des agents de sécurité cagoulés armés. Jusqu'où ça va aller, c'est la continuité de l'escalade. Donc c'est violent pour la population. Il n'y a aucun dialogue. Alors que nous, depuis le début, on est force de proposition. On cherche justement ce dialogue pour pouvoir travailler et faire preuve de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, ce projet municipal n'a aucun sens. On parle de densifier. Tous les professionnels de l'Europe entière disent qu'il faut se remettre à densifier pour laisser la place à la nature. On parle de construire des écoquartiers. Ce quartier a tous les critères des écoquartiers que le gouvernement recommande de construire et que tous les professionnels recommandent de construire. C'est-à-dire qu'on a plus de places de souterrain que d'habitation, ce qui permet qu'il n'y ait aucune voiture en surface pour laisser place à la famille, à l'être humain, à l'humain. On a des logements traversants, on a des extérieurs, on a des cœurs d'îlots verdoyants. Et il parle de désenclavement. Concrètement, dans ce projet, il n'y a rien qui amène à un désenclavement et nous, via notre contre-projet, justement, on apporte cette possibilité de désenclavement via l'art, via la culture, ce qui permettrait à un public extérieur de venir sur le quartier et d'ouvrir le quartier au monde plutôt de le raser. On ne préserve pas l'histoire, on ne préserve pas la qualité architecturale. Donc ce projet aujourd'hui va à l'encontre de toutes les recommandations européennes et gouvernementales. Donc c'est un non-sens. Aujourd'hui, nous, notre projet qu'on met en place, aujourd'hui on l'appelle contre-projet, mais on aimerait plutôt l'appeler projet de l'Union parce qu'on aura besoin de la municipalité. Il faudrait travailler avec la municipalité à un moment donné, je le pense. Et donc voilà, aujourd'hui on est plein de bon sens, plein de propositions. On est en adéquation avec toutes les recommandations, que ce soit de la Cour européenne ou du gouvernement, que ce soit sur un aspect patrimonial, que ce soit sur un aspect écologique, environnemental, que ce soit sur un aspect de la crise du logement social. Donc on ne comprend pas en fait. Donc aujourd'hui, les jeunes de ce quartier viennent me voir en me disant qu'est-ce qu'on attend de nous et je les comprends très bien. Et concrètement, comme on leur a fait la promesse à l'époque, c'est qu'on ira jusqu'au bout, on ne lâchera pas.